Zorbia est trop méchante, trop mauvaise pour vaincre la puissance d'Allah. Entends-tu, Azim, dit sa voix qui n'était ni menaçante ni effrayée. Et je trouve plus fort que Zorbia, cela existe, répéta le puissant Ifrit. L'être surnaturel disparut et laissa le sage endormi, non loin de là. Le calife El-Haris s'apprêtait à quitter son palais. Tout à coup, il vit le donjon maudit se mouvoir. Ses soldats regardaient aussi. Une créature d'apparence transparente y pénétra. Son aspect inexplicable. Zorbia, la terrible sorcière, commença à perdre l'esprit. Elle ne savait plus ce qui lui arrivait. « Oh, mais qu'est-ce que c'est » cria-t-elle. Elle se mit à tourner en rond, à chercher. « Qu'est-ce que cela » fit-elle. Zorbia n'arrivait plus à comprendre ce qui se passait. « Mais que m'arrive-t-il » dit-elle à nouveau. Le pouvoir allait-il la défaire? Mais quel pouvoir? Zorbia était en train de se demander ce qui se passait. Le châtiment d'Allah se mit à la frapper doucement. Le brave calife El-Haris n'en revenait pas. Les soldats applaudirent et se mirent à rire. Zorbia ne sait plus ce qu'elle fait, dit le calife. L'ignoble magicienne fut ainsi punie. La volonté du ciel souverain et la puissance d'Allah se retourna contre elle pour la punir de ses méfaits. Sinbad le marin arriva dans les lieux. « Ô grand calife, je viens tout juste de me lever et je suis venu à la hâte, dit celui-ci. Non, je ne pars plus, reprit le calife. Zorbia est défaite, le mal est vaincu, dit à nouveau le calife. Ça alors, dit Sinbad. Oui, elle est devenue incapable de se contrôler, annonça le calife. Faisons une grande fête, dit Sinbad. Je suis heureux que nous ayons gagné, dit Sinbad. Une grande fête fut organisée. Le calife retrouva son sourire et sa jovialité. Les marins arabes vendirent leurs richesses et ouvrirent boutique. Sinbad le marin répara son navire. La vie reprit son cours normalement. Son cours normal. Le prince de Zanzabila fut guéri. Dans la quiétude d'un après-midi, le calife El-Haris adressa à ses amis. « Mes chers et bien-aimés, mon fils le prince Abdul-Muqtadir, prince de Zanzabila, est partiellement guéri. Aussi, je vous annonce une bonne nouvelle. La fille d'Azim, le très sage, et mon fils Abdul-Muqtadir vont se marier. » À l'annonce de l'événement, la cour se changea en une immense fête. Azim, le vieux sage, en eut les larmes aux yeux. Son cœur débordait de joie. Des nuits fantastiques de paix et de bonheur arrivaient. Les noces furent grandioses. Des souverains étrangers prirent part aux festivités. Il y eut des cavalcades de chevaux, des feux d'artifice et beaucoup de musique. À l'aventure, chapitre 6. Le tapis volant fut gardé dans un lieu secret du palais du bon calife El-Haris. Sinbad donna l'ordre à ses marins d'appareiller. Le navire quitta le port de la ville. Le vent gonflait les voiles. Sinbad se mit à l'avant du navire. La mer était calme, le navire se mit à tanguer doucement. Il dériva jusqu'à la tombée de la nuit. Les marins arabes chantaient et dansaient à l'avant du pont. Certains dégainèrent leurs sabres et improvisèrent des duels amicaux. Leurs sabres s'entrecroisaient avec force et des bruits de métal s'entrechoquant en un son agréable à entendre. Sinbad était maintenant dans la cabine de commandement. Il descendit à la cale. Il y faisait des vérifications de vivres et de munitions. Une multitude de lampes à huile éclairaient le fond de cale. 20 canons neufs et 10 boulets par pièce, des outraos, des cruches, des jarres contenant des viandes séchées marinées dans de l'huile. Nous pouvons encore tenir 2 mois dans cette direction, et si les vents sont favorables, ainsi que les courants marins, avec les filets de pêche, nous pourrons tenir plus, se dit Sinbad. Tenant une torche, le capitaine Sinbad descendit dans le second fond de cale. Les vivres et les munitions y étaient placés dans l'ordre. Il inspecta et vérifia tout ce qu'il y avait dans celle-ci. 4 gros barils de poudre étaient disposés aux 4 coins du fond.
Sinbad repéra les cordages, tout était calme, il se dirigea vers l'arrière du fond. Le gouvernail était bien graissé, ne laissait passer que quelques sons périodiques. Sinbad remonta sur le pont, referma la porte de la soute. Le marin se dirigea ensuite vers l'équipage. « Mes amis, nous avons assez de provisions pour essayer d'atteindre la ville assez proche. » Le navire fondit l'eau calme de sa proue. Sinbad étudia la carte et après avoir dressé son chemin en se guidant par les étoiles, le bruit de la mer était perceptible. Le navire le berça tel un enfant. Après quelques heures, Sinbad s'endormait. Au lever du jour, il rassembla l'équipage autour de lui. « Mes amis, nous allons à présent quitter cette mer vers un autre océan. Un lieu de cette mer est toujours déchaîné. C'était une région terrible. Je vous demande de prendre du repos avant d'y passer. Les vents y sont dangereux, mais il ne s'y trouve pas de récif. Il vous devra lutter de toutes vos forces afin de franchir ce lieu. Allez vous reposer à présent. D'après la carte, nous y serons demain. » La nuit se passa sans événement. À l'aube, un vent fort se leva. Les navires de Sinbad voguèrent à toute allure. Oui, le temps devint mauvais. Les marins s'accrochèrent à tout ce qu'il se trouvait. « Nous avons atteint le lieu, gardez le cap, dit Sinbad. » Après avoir ramené les voiles, le navire se dirigeait à l'aide des courants. Son gouvernail grinçait sans cesse. La pluie tombait inlassablement. Ballottés de toutes parts, les marins furent saisis d'effroi à la vue d'une immense lame de fond qui venait droit sur eux. Ils hurlèrent de terreur. La vague souleva le navire, telle une vulgaire coquille de noix. Il s'abattit sur le flanc droit et roula sur lui-même. L'équipage disparut dans les flots. Le navire était renversé. Sa coque émergeait cependant. Complètement retourné, il n'y avait aucun espoir. Pourtant, à quelques lieues de là, des marins s'accrochaient tant bien que mal à une chaloupe qui flottait malgré les éléments déchaînés. La chaloupe, faite d'un bois très léger et résistant, se maintenait sur les flots. 5 marins y prirent place. Ils chassèrent l'eau de la coque, puis s'assirent sur le fond, épuisés et angoissés. « C'en est fini de nous, » lança l'un d'eux en sanglots. La mer se calma. « Nos amis, nous les reverrons plus jamais, » dit un autre en pleurant. La chaloupe dériva pendant 1 heure dans une région calme. Tout à coup, les marins furent attirés par un bruit étrange. Ils se retournèrent et, ô stupeur, venant vers eux, un banc de grands dauphins chevauchés par Sinbad et le reste de l'équipage. Sinbad riait de joie et de nervosité. « Comment cela est-il possible ?» demanda un marin. « Des dauphins apprivoisés, dit Sinbad. « Ils sont venus à notre secours, répéta le capitaine. Les dauphins s'élançaient dans les flots, laissant les marins respirer une fois hors de l'eau. Les 5 marins se jetèrent à l'eau, les entourèrent en sifflant. La chaloupe vite dériva au gré des flots. « La terre n'est pas loin !» cria Sinbad. Tout l'équipage fut sauvé. Les marins, après avoir atteint une crique, laissèrent nos amis et reprirent leur route vers les grands fonds. Sinbad et ses amis épuisés s'endormirent sur le sable chaud. À quelques dizaines de mètres, des crabes rouges de forte taille passèrent. Ils étaient des centaines à regagner l'océan. Sinbad, endormi, n'eut pas conscience du danger. Lorsqu'il fut réveillé, les marins allumèrent un feu. Le capitaine Sinbad revint à lui. Ses yeux se fixèrent sur des cocotiers. Sa tête lui faisait mal et son nez coulait. Le sable fin le retenait agréablement. Les marins cueillaient les crabes en leur donnant des coups de bâton. Après, ils les grillaient et mangeaient avec appétit. Attisé par l'odeur de cuisson, Sinbad se leva. Il marcha vers ses amis. « Nous avons perdu notre navire, mais heureusement nous ne sommes pas perdus, » leur dit Sinbad. « Tenez, capitaine, mettez du citron sur la chair de crabe, c'est excellent, » dit Abdullah. Sinbad mangea avec appétit. Peu après, ils décidèrent d'explorer la terre à la recherche d'abris ou de villages éventuels. Après s'être rassasiés de crabes grillés au citron, Sinbad et ses marins se promenèrent dans les lieux. Ils découvrirent une cabane de paille et de roseaux un peu plus haut. Elle dominait l'océan. Le refuge était perché sur une petite montagne, entourée d'arbres. La cabane était vide mais spacieuse. Sinbad y alluma un feu de cheminée. Ses marins firent le ménage. Ils passèrent toute une nuit agréable. Au matin, Sinbad le marin s'éveilla au bruit de cris d'oiseaux dans le ciel. Des flamants roses volant en groupe au-dessus de lui. Sinbad réveilla ses compagnons. Il leur donna l'ordre d'aller pêcher.
En fin d'après-midi, les marins ramenèrent beaucoup de poissons pêchés par des harpons en bois, taillés dans des arbustes morts. Sinbad demanda de faire un grill. L'équipage et son commandant mangèrent copieusement. La nuit vint, Sinbad fumait une pipe trouvée dans la cabane. Tous ces marins dormaient autour de lui. Le silence des lieux fut troublé par des flèches décochées qui vinrent se planter non loin de nos amis. « Alerte, on nous attaque, réfugiez-vous, où vous le pouvez » cria Omar. Les marins s'élancèrent dans la forêt. Leur surprise fut grande. Des pygmées, armés d'arcs, surgissaient de partout. Sautant et roulant au sol, ils emprisonnèrent les marins dans des filets. Sinbad et son équipage furent conduits au village de ces êtres de petite taille. Allumant un feu énorme, les pygmées tournaient autour en dansant au rythme des tambours. Nos amis étaient attachés à des poteaux en bois, les mains derrière le dos. Un sorcier, portant une coiffe de plumes, s'avança vers Sinbad qui, épuisé, ne pouvait parler. Le sorcier pygmée alluma devant lui un feu de bois de charbon et y mit des plantes séchées qui laissèrent une odeur parfumée. Sinbad avait du mal à respirer, il était fatigué. Il resta ainsi toute la nuit. Les pygmées dansaient autour du feu, infatigables. Ils burent des liqueurs dans des noix de coco, des liqueurs de fruits qu'ils laissaient fermenter dans les lieux sous le sol. Subitement, un pygmée se mit à crier plus fort en scrutant la mer du haut d'une échelle sur une tour de bois. Il dirigea son index vers la mer en criant des paroles incompréhensibles. Le village se rua vers les plages en hurlant. « Qu'est-ce que cela » se demanda Sinbad. Les pygmées allumèrent des feux sur la plage. Des navires marchands s'approchaient de la côte et ils mirent des barques à la mer. Les pygmées attendaient en dansant sur la plage, tenant des torches allumées. Un groupe de marins mit pied à terre, habillés de cuirasses argentées. Ils déversèrent sur le sable des habits, des jouets et des miroirs. Sinbad ne dormait pas. À demi conscient dans sa posture, il sentit les cordes qui le retenaient prisonnier se détacher. Il s'écroula à terre. Dans son regard brouillé, il distingua un homme au visage rude, portant une barbe. Il était coiffé d'un casque de fer et de plumes. L'homme lui tendit une coupe de terre pleine d'eau fraîche. Sinbad assoiffé but goulûment. 2 marins s'approchèrent. C'étaient des soldats. Ils détachèrent tous les marins et leur remirent des coupes de terre, d'eau fraîche. Ils parlaient dans une langue inconnue. Les marins dressèrent des tentes en tissu et soignèrent Sinbad et ses compagnons. L'homme à la barbe regarda Sinbad dans les yeux et lui lança « El Dorado, El Dorado » en souriant. Les marins raburent et mangèrent à leur faim. Sinbad dessina une carte marine sur du papier. Il expliqua sur sa route aux marins étrangers. Puis celui-ci indiqua la position des étoiles un peu avant le naufrage. Il indiqua par la suite le lieu où il voulait aller. Le marin esquissa un mouvement de la tête. Il était satisfait de la carte. Il salua Sinbad amicalement et l'invita à monter à bord de son caravelle. Sinbad expliqua la raison du naufrage. Le marin étranger comprit que c'était une lame de fond. Sous les yeux des pygmées, nos amis quittèrent les lieux. Sinbad expliqua aux marins étrangers comment ils s'orientaient à l'aide des étoiles. Les 2 caravelles armées de canons suivirent la route dessinée par Sinbad. Celui-ci expliqua le passage vers l'île interdite. Quelques jours après, ils aperçurent une île. Sinbad expliqua que le royaume de Cantar était au nord de leur position. Ils firent du cabotage jusqu'à la mer et l'endroit indiqué. Les marins étrangers n'en croyaient pas leurs yeux. Avaient-ils remonté le temps? Ils furent saisis de panique. Le commandant qui les dirigeait leur demanda le calme. Les 2 caravelles avaient effectivement remonté le temps par un passage mystérieux de l'océan. Les mots du marin étranger étaient sans cesse « El Dorado, El Dorado ». À Cantar, les 2 navires furent reçus dignement. À l'abri des curieux, le calife Al-Haris, Sinbad et le marin étranger étudièrent les cartes marines des 2 caravelles. Des lieux insignifiants y étaient inscrits. Le calife, saisi d'une joie, se mit à rire à la vue des villes qui pour lui n'existaient pas. Sinbad expliqua avec le sage Azim l'île interdite, l'île inconnue, où le prince de Zanjabila avait vécu métamorphosé en phénix. Elle ne correspondait pas avec celle où vivait Rotila, la reine des djinns. Ce n'était pas non plus la terre de l'enchanteur. Le marin à la cuirasse scruta la carte et, souriant, il lança quelques paroles. Sinbad lui indiqua le tracé pour essayer d'y parvenir. Il y ajouta un point d'interrogation, ce qui voulait dire « personne ne sait ». Des fêtes furent décrétées en l'honneur des visiteurs.
La cour du calife passa des moments inoubliables dans la gaieté et la joie. Au grand secret, les caravelles avaient remonté le temps. Sindbad se fit construire un nouveau voilier. Ses marins, vendant les bijoux découverts lors de leur précédent voyage, s'achetèrent de nouvelles demeures. Sindbad eut des enfants. Il refusa d'emmener son épouse à l'aventure. Explorer les terres interdites n'est pas fait pour une femme de maison, expliqua-t-il. 1 mois s'était déjà écoulé. Le marin étranger décida de retourner auprès des siens. Comment faire, se dit-il. Sindbad se décida de tenter une nouvelle aventure. Nous chercherons le passage secret ensemble, dit celui-ci. Cette carte nous y mènera, reprit-il, si l'océan nous laisse arriver. Surchargés de provisions, les 2 caravelles et le navire de Sindbad prirent la mer en saluant le calife à grands coups de canon. « Eldorado, Eldorado !» cria le marin cuirassé en dansant et riant sur le pont. Les 3 navires disparurent à l'horizon. Ils voguaient maintenant vers l'île interdite. Le vent se leva, un vent favorable. Au bout d'1 semaine, ils firent une pêche extraordinaire. Des thons par centaines croisaient leur route. Les marins, fous de joie, remontèrent les filets. Ils mangèrent à leur faim pendant 10 jours. Sindbad, après avoir tué un thon, le découpa de son sabre en faisant des tranches énormes. Il les fit cuire avec du sel et des feuilles de laurier séchées. Le marin étranger mangeait avec appétit. Après quelques jours, Sindbad lui indiqua la route à l'aide d'un astrolabe. Le marin, qui venait d'un lointain pays, décida donc de quitter Sindbad pour rentrer chez lui. Il ne sut comment il fut ramené au large de sa patrie. Il décida alors de suivre le chemin qui menait toujours vers l'ouest. Sindbad, lui, croisait dans son époque et se dirigeait vers l'île interdite. « J'ai hâte de boire le vin de l'île enchantée, dit Sindbad. Moi aussi, Sindbad, fit un marin nommé Saleh. Ils ont sûrement trouvé le passage, reprit celui-ci. Nos 2 amis qui venaient du futur, dit Sindbad. L'océan devint calme plat, une véritable mer d'huile. Ramenez les voiles, ordonna Sindbad. Les marins arabes ramenèrent toutes les voiles et allumèrent des pipes en bois, qu'ils fumèrent, insoucieux. Certains plongeaient dans la mer calme et se divertissaient par des concours de natation. Sindbad se lava avec des réserves d'eau de pluie. Il goûta au tabac que lui avait offert le marin cuirassé. Cela est bien différent du narguilé, se dit-il. Cette plante, d'où peut-elle provenir, se demanda-t-il. Un chant mystérieux venu du fond de l'océan enveloppa les lieux. Les marins arabes s'écrièrent. Nous sommes à proximité de l'île interdite. Noun la baleine s'est mise à chanter, dit Beni Antar, l'Africain. C'est Noun, c'est elle, la plus grande baleine de la création, cria Omar, un jeune marin. L'île apparut au loin, enveloppée d'un halo de lumière. Un courant étrange nous entraîne, dit Abdelkader, l'homme de bar. Le navire continua sa course vers l'île. Il faisait nuit maintenant. Sindbad mit une chaloupe à flot. Avec un groupe de marins armés de sabres et d'arcs, il décida d'explorer l'île fantastique. La chaloupe voguait vers une crique. Par Allah, regardez ce qui arrive vers nous, sur la berge, lança Sindbad. Capitaine, retournons au navire, vite, cria Abdullah d'effroi. Un crocodile immense de plusieurs mètres de haut regagnait la mer. Arrêtez de ramer, chuchota Sindbad. Ne bougez plus, reprit celui-ci. Le monstre saurien était de très grande taille. Il ne prêta aucune attention à la chaloupe. Il pesait des tonnes. Sa démarche de saurien le faisait bouger en cadence tout entier. Horrifiés, les marins ne bougeaient plus. Le crocodile géant entra dans l'eau. Sindbad parla doucement. On doit aller vers l'île et non retourner au navire. La chaloupe, tel un insignifiant tronc d'arbre, dériva vers la berge. Les yeux des marins ne se détachaient plus du monstre qui nageait au loin, indifférent. La petite embarcation heurta le sable. Le crocodile avait disparu dans l'océan, laissant derrière lui un sillage blanchâtre. Pieds à terre, les marins quittèrent les lieux, inquiets sur leur garde. Sindbad chercha l'origine. Il y en a sûrement d'autres, s'écria Beni Hicham. Les lieux sont vides, dit Sindbad. Le clair de lune éclaira l'île comme en plein jour. Nos amis marchèrent plusieurs heures. Aux aguets, l'âme fatiguée, les jambes lourdes. Dormons là-haut, sur ces arbres, dit Sindbad. Nous serons en sécurité, dit Kébir.
Ils fabriquèrent un abri de fortune avec des lianes, perché au plus haut sommet d'un ensemble d'arbres. Au lever du jour, des bruits de tambours les réveillèrent. Sindbad reconnut le volcan géant de l'île interdite. « Nos amis, nous offrirons le gîte et la nourriture, expliqua le capitaine. En hauteur, l'escalier géant était visible. Sindbad et ses marins l'empruntèrent. Après plusieurs heures de marche devant leurs yeux, le nid du rapace géant était resté intact. Le capitaine, par curiosité, sonna le corps pour appeler les habitants de l'île. Le son fondit l'air. À la grande surprise de Sindbad, la terre trembla. « Ce corps est magique, lança Sindbad. « Oui, regardez, capitaine, le volcan se réveille, dit un marin chevelu et barbu. La montagne principale, qui était un cratère, vacilla, et sa cheminée lança des jets de gaz, des colonnes de fumée et de la cendre. Les sauvages de l'île accouraient vers eux. Le volcan, vibrant tel un monstre, cracha des flammes, et de la lave se mit à couler. « Nous sommes sans danger ici, dit Sindbad. La lave coulera plus bas, mais notre navire risque d'être atteint, expliqua Bénéantard. Passons l'anfractuosité, dit Sindbad. Le groupe téméraire entra dans le lieu enchanté. Des poussières tombaient sur eux. Quelquefois, une secousse leur faisait perdre l'équilibre. « Que cherchez-vous donc dans ce lieu ?» retentit une voix puissante. Sindbad chercha l'origine du son. Aucun être visible ne lui parut. « Je veux prendre quelques présents, dit Sindbad sincère. Ces marins scrutaient des diamants sur le sol. Dans les arbres magiques pendaient des fruits qui étaient des pierres précieuses. Ce lieu est interdit aux mortels, quittez-le immédiatement, dit la voix menaçante. Un marin arabe voulut tirer un fruit de l'arbre, mais il se brûla la main et cria. Les marins prirent peur. Le marin blessé gémit et s'accroupit au sol. La voix reprit. Quittez l'île. La terre bougea sous leurs pieds. Le volcan était réveillé. Sindbad, quittons ces lieux, avant que le volcan ne brûle notre navire, dit un marin. Des sauvages apparurent à l'entrée de l'anfractuosité. Ils reconnurent Sindbad. Tout à coup, des corps surgirent des profondeurs de la terre. Des morts vivants, hurla le marin brûlé, à la main de peur et d'effroi. Une dizaine d'êtres aux yeux baignés d'une étrange lueur, étaient remontés à la surface du sol. Sindbad, terrorisé, s'apprêta à se battre. Soudain, le zombie qui était leur ami approcha, l'air inoffensif. « Sindbad, tu es revenu » dit celui-ci d'une voix d'outre-tombe. Il fit d'étranges incantations et les zombies quittèrent les lieux vers une étrange caverne sombre, un Mundus probablement. Leur chef, que Sindbad connaissait bien, l'invita à le suivre vers le village des sauvages. « Car Kumpa s'est réveillé, dit le chef des zombies. Et il a réveillé avec lui la montagne de feu, expliqua celui-ci. Le fleuve de lave ne passe pas sur le village, Sindbad, rassura le zombie. Mes ancêtres te porteront chance, Sindbad. Nos amis mangèrent des oiseaux, chassés et grillés au feu de bois, satisfaits, assurés. Ils s'endormirent dans le village malgré les bruits du volcan. Je vais t'envoyer chercher au cœur de la terre une fleur magique, Sindbad, dit le sorcier mort-vivant. Cette fleur nous est nécessaire pour calmer la fureur de Karkumpa, reprit le chef. Des morts vivants habillés d'une peau de saurien. Il reprit. Mon nom est Zoroastre. Je suis mort il y a longtemps, mais la terre m'a ramené à la vie. Pour être gardien de cette anfractuosité, je suis le protecteur de l'entrée du monde souterrain de cette île interdite, Sindbad, expliqua Zoroastre. Le principe de mort est connu de tous sur ce monde, mais sache, Sindbad, que les créanciens peuvent faire ramener le mort à la vie, reprit Zoroastre. Je dois aller dans les profondeurs de la terre, dit Sindbad. Oui, pour calmer Karkumpa, expliqua le zombie. Sache que la fleur magique ne peut être cueillie que par un étranger vivant. Aussi, la mort ne t'atteindra pas, Sindbad, tant que tu laisseras ton destin te mener vers la fleur magique et calmer Karkumpa, dit Zoroastre. Sindbad, le téméraire, tenant une torche, descendit dans l'escalier de pierre qui menait au fond de cette ouverture du sol qu'avait ouvert le chef des zombies à la peau des sauriens. Ses marins armés le suivirent. Sindbad continua la descente vers le bas. « Combien cette torche brûlera-t-elle pour nous éclairer ?» se dit-il. À sa grande stupeur, il découvrit des torches allumées, éclairant un étrange passage. Sindbad l'emprunta.
Il était fait de marbre. Un de ses marins lui dit inquiet. « Capitaine, nous nous sommes trop éloignés de la porte. Revenons. » Sinbad reprit. « Le chemin est tracé devant nous. Nous ne pouvons revenir. » Une porte bien étrange se dressa devant eux. Ils l'approchèrent. Un visage dessiné prit vie sur la porte. « Que voulez-vous, étranger » demanda celui-ci. Sinbad lança honnêtement. « Nous venons cueillir la fleur magique pour calmer Karkumpa. »« Poussez cette porte de pierre de toutes vos forces, » dit le visage. Sinbad et ses amis poussèrent la porte qui émit le bruit de dalles lourdes déplacées caractéristiques. Ils furent happés par un halo magique et se retrouvèrent en un lieu mystérieux. « La porte vous a basculé au centre de la terre, » dit une voix d'outre-tombe. Sinbad regarda vers le haut et découvrit un ciel immense, sans étoiles de couleur verte. D'étranges êtres volaient en parlant. Leur taille était celle d'oiseaux, mais ils portaient des queues de lézards et des cornes. Le chemin devant lui disparaissait en profondeur. Sinbad le marin s'aperçut qu'il était suivi. « J'ai la nette impression que des êtres nous épient, » dit-il à ses marins. Tout à coup, à quelques mètres, des humanoïdes à tête de fourmi apparurent. Sinbad, étonné, n'eut que le temps de voir ses armes confisquées. L'homme-fourmi lança une vibration à peine perceptible et les autres hommes-fourmis soldats poussèrent nos amis marins vers le bas du sentier. Ses amis horrifiés tremblaient de peur. La tête d'insecte de l'homme-fourmi restait une vision effroyable. Les hommes-fourmis étaient armés de lances en bois. Sinbad marcha ainsi pendant plusieurs heures. Il fut bien surpris de voir une société en ces lieux. L'homme-fourmi se mit à communiquer avec ses congénères par ses antennes sur la tête. Sinbad lança un mot, « Karkumpa ». Ces êtres hybrides lui désignèrent une motte de terre faite de petits amoncellements de boules de sable. Au sommet de la monticule, une fleur resplendissante de 1000 éclats. Sinbad monta doucement, et au moment où il voulut cueillir la fleur, Zorastre le zombie apparut et dit « Prends vite la fleur magique, Sinbad ». L'aventurier arracha la fleur d'un mouvement brusque. Le sol trembla, tout s'écroula autour. Un violent fleuve de boue enveloppa tout sur son passage. Sinbad, revenant à lui, s'aperçut que la terre l'avait rejeté à la surface, ainsi que ses marins. Il réalisa peu après. Zorastre était perché sur lui et saisissait la fleur magique dans sa main serrée. Il dit d'étranges incantations. Sinbad tâta son flanc et s'écria « Mon épée !» L'épée de Richtar. Il fut rassuré en la voyant pendue à un arbre non loin de lui sur sa droite. Le mort-vivant, à la peau de saurien, jeta la fleur dans un creux du sol qu'il referma de ses mains rapidement. Un grondement du sol et le volcan se calma. Sinbad était maintenant au village de Zorastre. Il se reposait de son bien mystérieux voyage. Après avoir rassemblé ses amis marins, Sinbad décida de quitter l'île. Il retrouva son navire que son équipage remit intact. Sinbad se tenait debout à l'avant du navire et donna l'ordre de prendre la route de Cantar. Le navire voguait déjà dans l'immensité de l'océan. Les vents favorables gonflaient les voiles. Sinbad était heureux et libre de respirer l'air du grand large. Ses yeux emplis de joie, il allait retrouver Cantar, son épouse et le noble calife Haris pour lui narrer ses aventures. Les marins chantaient en ramenant les cordages et les voiles. Quelquefois ils tapaient dans leurs mains en dansant. Sinbad saisit une outre d'eau fraîche et il but longuement, avidement, sans respirer. Son turban blanc était propre, sa chemise cousue de fil portait quelques insignes sur le col. Le navire filait vers l'étoile Safe et s'orienta à l'aide d'un astrolabe. Puis, traçant son chemin vers le nord-ouest, il se coucha sur le lit dans la cabine de commandant, percé par les vapeurs de l'océan. Il contempla son épée magique, dont la poignée en ivoire sertie de pierres précieuses tenait dans son poing. Il lui suffisait de regarder ou de penser à la forme de son arme pour que celle-ci se transforme en sabre, en dague ou en épée effilée. L'épée de Richtar était vraiment magique. Il pensa qu'elle provenait de la Djenna d'Allah, le Tout-Puissant, mais il était sûr qu'elle était l'arme d'un roi mage. Dans la nuit bleue et belle, les baleines se mirent à chanter. Sinbad écouta leur chant. Il s'endormit. Le navire fila dans l'immensité du ciel étoilé. Saleh surveillait la grande boussole en tenant la barre. L'océan se calma.
à devenir une mer d'huile. Sinbad endormi fit un rêve. Le prince Abdul-Muqtadir se changeait en phénix. Zorbia, enveloppée dans un nuage de fumée, disparaissait à tout jamais. Pourquoi l'avait-elle métamorphosée en phénix? Pour quelle raison? Pour la contrée lointaine de Zanjabila, dont elle voulait le commandement? Peut-être. Le phénix est un oiseau fabuleux et ne peut appartenir à la magie noire ou la sorcellerie. Constellation bien connue des anciens, le phénix est un noble symbole de l'immortalité chez les anciens. Il y a une énigme dans tout cela, se dit Sinbad intérieurement. Le capitaine Sinbad s'arrêta dans un port. Il acheta de la poudre de canon et emplissant la coque de son navire de provisions, l'aventurier des 7 mers permit à son équipage de se divertir dans la ville. Les marins arabes firent bombance. Dans des auberges du port, ils burent et mangèrent avec appétit. Sinbad resta à bord. Il embrassa le bois dont était fait le Saif al-Bihar et se dit « Saif al-Bihar, mon merveilleux navire, je t'aime beaucoup. Avec toi, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de paysages et de mondes interdits. Tu es une de mes raisons d'être, fier navire, que de tempêtes as-tu bravé avec moi, que de mer et océans as-tu navigué, tu me toujours embarcation bénie et bonne aventure.